La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio Avou l'été. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Fenêtre sur l'Afrique sur Radio Canal K en Suisse alémanique et La Voix du Peuple sur Radio Avou l'été, la voix de la résistance africaine. Plus de 100 jours de guerre dans la bande de Gaza. La vie des habitants de l'enclave palestinienne compte. Le conflit a déjà fait plus de 24 000 morts depuis le 7 octobre 2023, jour de l'attaque du Hamas contre Israël. Et face à l'échec des tentatives du Conseil de sécurité d'imposer un cessez-le-feu, l'Afrique du Sud est montée au créneau en portant plainte contre Israël devant la Cour internationale de justice à La Haye. Pretoria accuse l'État hébreu de génocide. L'Afrique du Sud a-t-elle intérêt à se mêler du massacre en cours à Gaza? Pourquoi le Conseil de sécurité de l'ONU est-il impuissant pour faire cesser les hostilités? Quelle est la posture des États-Unis, de l'Allemagne et de la France sur les accusations de génocide portées par l'Afrique du Sud? Et bien, mes auditrices, auditeurs de Canal K de Radio Avou l'été, nous lançons le débat africain avec nos invités qui seront en ligne depuis la France et en Autriche. Canal K. Radio Avou l'été. La voix de la résistance africaine. Radio Avou l'été, l'esprit patriotique. Encore une fois, merci de votre fidélité sur Radio Canal K, sur Radio Avou l'été. Et bienvenue dans ce débat panafricain. L'Afrique du Sud traduit Israël devant la Cour de justice internationale pour génocide et crimes de guerre à Gaza. Un renversement de l'histoire. Et nous accueillons d'abord Mehdi Meftar depuis la France. Bonsoir. Bonsoir. Et enchanté d'être parmi vous ce soir. C'est la deuxième fois que vous participez à nos débats panafricains sur Radio Canal K, sur Radio Avou l'été. Mehdi Meftar, merci de votre disponibilité. Je rappelle que vous êtes membre fondateur du Parti des indigènes de la République en France. On accueille... Oui, tout à fait. Merci, Mehdi Meftar. On accueille à Vienne, en Autriche, Dr Iveco Amaïso. Bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir à tous mes co-débatteurs, ainsi qu'à vos auditeurs et auditrices, bien sûr. Docteur Yves Kouamaïso n'est plus à présenter la diaspora africaine, notamment togolaise. Vous êtes directeur général Afro Centre City Tiktang. Merci également de votre disponibilité. On retrouve notre ami Adama Koulibaly qui nous soutient également dans cette émission à vous l'été. Merci à tous les amis burkinabés qui nous suivent depuis Ouagadougou et depuis Boubou Dioulassio également à Burkina Faso. Adama Koulibaly, bonsoir. Bonsoir Amos, bonsoir mes co-débatteurs, bonsoir aux auditrices, aux auditeurs de Radio Avou l'été. Et de Canal K, on est également sur Canal K. Merci beaucoup, merci beaucoup docteur Adama Koulibaly, vous êtes président de APP Burkindi, l'alternative patriotique panafricaine, un parti politique basé au Burkina Faso. Justement, il s'agit de ce acte à poser l'Afrique du Sud. On va relancer docteur Iveco Amaïso. Alors docteur Iveco Amaïso, l'Afrique du Sud vole au secours des habitants de Gaza et poursuit Israël pour génocide devant la Cour internationale de justice, CIJ, qui est la plus haute juridiction des Nations Unies. Alors, Dr Iveco Amaïso, que vous inspire cette action sud-africaine? Merci encore une fois. Écoutez, moi, je vais aller droit au but. Il s'agit ici de deux objectifs des dirigeants, je dis bien des dirigeants israéliens. Bien sûr qu'il y a eu une attaque au départ, et bien sûr, les médias politiquement corrects se sont empressés de ne figer ce dossier que sur, disons,
ce qui se passe de manière présente. Or, ce dossier date depuis la Deuxième Guerre mondiale, dans une injustice fondamentale, et qui vient d'un problème tout simple, qui fait pourquoi nous, les Africains, on se lève, c'est de la colonisation. Donc, il est question aujourd'hui d'éradiquer toute une entité liée de près ou de loin à ce qui est appelé le Hamas, on verra dans le détail tout à l'heure, qu'il soit à Gaza ou en Cisjordanie, mais aussi de prendre le contrôle total du territoire de Gaza, quelle que soit la forme que cela prendra dans le futur. Ça, c'est les objectifs qu'on ne veut pas dire officiellement. Et à partir de là, quelles que soient les origines du problème, on se contente de dire qu'il faut absolument que Israël puisse défendre son territoire. Or, il n'est pas sur son territoire du côté palestinien. Or, il utilise une force disproportionnée par rapport à ce qui se passe. Et enfin, il s'agit d'une population palestinienne donc qui vit quasiment de ce que nous appelons nous une prison à ciel ouvert. Donc, pour comprendre ce dossier et en profondeur, il nous faut nécessairement, et on le fera au cours de l'émission, aller tout au début de l'erreur qui vient de ce que j'appelle le Nord global, qui on peut assimiler à l'OTAN, en gros les Occidentaux, qui ont eu un problème justement avec la Shoah, donc, et qui ont justement éradiqué une partie de la population juive. Où ça? En Europe, sur le territoire européen. Et donc, si une solution devait se trouver, et devait se trouver pour la population juive, en Europe. Or, on a fait bouger cette population dans un espace qui n'est pas le leur, et dans lequel on a autour de ce monde Israël, que des pays, d'abord de confession musulmane ou différentes, et de manière générale, qui estiment qu'ils peuvent peut-être venir, mais surtout pas acquérir d'autres espaces territoriaux. À partir de là, il y a eu une sorte de silence coupable depuis plusieurs décennies, et que nous subissons comme ça par contre-coup de temps en temps. Je ne veux pas du tout être long, je veux seulement donner la dimension plus ou moins historique, et bien sûr les positions à géométrie variable de cette dite communauté internationale que je précise bien est le Nord global. Il s'agit bien d'une entité qu'on peut bien spécifier, qui aujourd'hui a perdu ou qui perd en puissance et qui explique pourquoi justement d'autres pays peuvent venir en soutien à ces peuples sans voix, et c'est pour ça que nous sommes ici. D'accord, merci pour votre première réaction. Mehdi Miftah, en ligne depuis la région parisienne. Vous êtes également un grand panafricain d'origine marocaine. Alors, l'Afrique du Sud traduit en justice internationale Israël pour génocide, un renversement de l'histoire sur la géopolitique mondiale. Alors, ce concept a été utilisé pour la première fois en 1944 pour qualifier l'extermination systématique des Juifs par les nazis. Quelle est votre réaction? Comment vous avez accueilli cette action de l'Afrique du Sud, Mehdi Miftah? D'abord, je m'en félicite de cette action de l'Afrique du Sud, et c'est comme ça que ça a été ressenti aussi bien par les Palestiniens que par le Sud global. Je dis bien par le Sud global, que ce soit les gens issus du Sud dans les pays du Nord ou dans les pays du Sud d'une manière générale. Parce que, et moi, je la considère pas seulement comme une rupture par rapport au passé. Je pense qu'elle s'inscrit, cette notion de génocide s'inscrit dans une vision décoloniale et qui se détache d'une manière très très forte de l'eurocentrisme. Pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, la notion de génocide et le souvenir des crimes de masse, bien sûr, ils ont occupé une place centrale dans l'imaginaire politique du XXe siècle et du XXIe siècle. Mais contrairement à une idée très reçue, qui la situe seulement par rapport au génocide des Juifs par les nazis, déjà, les intellectuels de l'époque, je pense à Adorno, Horkheimer, je pense à Aimé Césaire, l'ont situé pas comme une rupture par rapport au passé colonialiste, mais comme les techniques concentrationnaires et génocidaires qui étaient appliquées dans les colonies et durant les périodes d'esclavage qu'on a appliquées en Europe. Je pensais ici à ce que disait Aimé Césaire dans son fameux discours sur le colonialisme. Je pense aussi à un des chefs-d'œuvre de la littérature concentrationnaire, à savoir Primo Levi, qui dit exactement que les techniques génocidaires durant la période coloniale et la période esclavagiste
et ils ont été aussi utilisés en Europe. Je rappelle aussi, et ça c'est quelque chose qui n'est pas très très connu, que les Noirs aux États-Unis, ils ont aussi intenté un procès contre les États-Unis aux Nations Unies pour génocide négrophobe. Non pas seulement durant la période esclavagiste, mais durant la période actuelle des années 50 et des années 40 aux États-Unis. Et donc, ils ont rédigé, dans le cadre de l'association de gauche Congrès des droits civiques, sous la direction de l'avocat du cadre du Parti communiste des États-Unis, William Patterson, ils ont construit un dossier d'accusation qui est paru sous le titre explicite « Nous accusons de génocide ». Et ça, qu'est-ce qu'ils disent? Que le nègre opprimé aux États-Unis, ségrégué, discriminé depuis longtemps, cible de violence et victime d'un génocide qui est le produit de politiques cohérentes, conscientes et unifiées de la part de chaque secteur du gouvernement. Donc, ce que fait l'Afrique du Sud, c'est une fidélité par rapport à cette vision décoloniale et anticoloniale des Noirs américains et d'un courant de pensée comme celui d'Aimé Césaire, qui disait que le génocide n'est pas seulement un événement exceptionnel qui a eu lieu seulement en Europe, mais c'est quelque chose, c'est un fait substantiel au racisme et au colonialisme. Je rappelle cette maxime de Frantz Fanon: dans une société coloniale, dans une société raciste, le génocide, il est toujours, et l'extermination, c'est toujours un horizon. C'est toujours un horizon. Donc, c'est l'horizon de toute société coloniale, de société raciste. Rappelons que l'État d'Israël, c'est un État qui s'est construit sur la Nakba, ça veut dire le génocide et la déportation des Palestiniens. C'est un État qui pratique le suprémacisme et qui pratique le colonialisme de peuplement. Le colonialisme de peuplement, c'est remplacer un peuple par un autre. Et c'est en cela que la question du génocide, la question de déportation des Palestiniens, la question de leur déshumanisation et de leur infériorisation, c'est un trait structurel de l'État colonial d'Israël. D'accord. Mehdi Meftar, tout comme Dr Yves Camaïso, on voit là que vous soutenez cette action, vous saluez cette action de l'Afrique du Sud. On va voir la réaction également du grand panafricain Dr Adama Coulibaly, en ligne également depuis la France en région parisienne. Alors Dr Adama Coulibaly, vous avez suivi la réaction du Dr Yves Camaïso de Mehdi Meftar. Alors justement, pour une première fois dans l'histoire de la géopolitique mondiale, l'Afrique du Sud, un État africain porte plainte contre un État de l'Occident, notamment Israël, pour génocide à Gaza devant la Cour de justice internationale. L'audience s'est tenue justement les 11 et 12 janvier dernier. Une action à saluer, docteur Adama Coulibaly. Bien entendu que cette action est à saluer, même si ça ne fera pas revenir tous ces enfants, ces femmes, ces hommes, ces jeunes, ces vieux massacrés. Et ça ne fera pas revenir non plus, il faut le dire, les victimes aussi de l'attaque qui a déclenché cela. Mais je crois que avant d'aller plus loin, il faut regretter qu'il y ait autant de morts. Nous nous sommes habitués à ça sur le continent. Ça ne veut pas dire que nous nous en satisfaisons. Et donc, il faut regretter et s'incliner devant toutes les victimes innocentes de cette tragédie, de cette barbarie à visage humain. Et il faut saluer l'Afrique du Sud, saluer donc l'Afrique à travers l'Afrique du Sud, parce qu'il y a une vaste hypocrisie internationale dans cette communauté dite internationale, où en fait il y a une seule voix qui compte, celle de l'Occident conquérant, l'Occident dominant, et qui est un pompier pyromane, et qui crée des problèmes partout pour par la suite nous servir des leçons de morale, alors que partout où ils mettent la main, c'est la guerre, la désolation, et c'est les pleurs. Eh bien, l'Afrique du Sud vient de montrer qu'un État peut avoir de la dignité et qu'un État peut avoir du courage politique et qu'un État peut avoir la lucidité
de se dire trop, c'est trop, nous pouvons réagir. Et cette réaction, il faut dire, fait écho à l'émoi et aux réactions de millions de personnes à travers le monde, y compris en Israël. Y compris en Israël, où tout le monde n'est pas d'accord avec cette barbarie. Et je voudrais dire, avant de revenir sur ce point-là que je viens d'évoquer, pour dire que l'ANC, rappelez-nous, parce que l'Afrique du Sud, ce n'est pas étonnant que ce soit l'Afrique du Sud qui fasse cette démarche. L'ANC de Nelson Mandela et de ses camarades avait été taxée d'organisation terroriste par les États-Unis et le monde occidental à un moment donné, et par le pouvoir criminel de l'apartheid en Afrique du Sud. Aujourd'hui, le Hamas est taxé de terroristes et on veut que tout le monde avance là. Alors que c'est sur une injustice fondamentale que l'État d'Israël a été placé en Palestine, alors qu'auparavant vivaient en symbiose des Palestiniens et des Juifs, des Arabes palestiniens et des Juifs en Israël, en Palestine, pardon. Eh bien, pour réparer une injustice qui s'est produite, comme l'a rappelé si bien le président, l'ex-président de France Sarkozy, quand il a dit que c'est sur le territoire occidental de l'Europe qu'il y a eu la Shoah. Et il a conclu en disant que la civilisation occidentale était violente et barbare. Et c'est pour réparer cette violence, cette barbarie, cette injustice à l'égard des Juifs qu'on a créé notre injustice et qu'on l'a légalisée à travers des Nations Unies. Eh bien, il y a énormément de résolutions, quand je parlais d'hypocrisie, des résolutions des Nations Unies au sujet de cette situation en Israël qui n'ont jamais été appliquées. Alors, lorsqu'il s'agit de la Libye en Afrique, eh bien, on n'a pas eu besoin d'attendre beaucoup de résolutions. On a été tout de suite bombardé et détruit la Libye avec les conséquences que nous connaissons. Voilà pourquoi il faut saluer encore une fois ce que l'Afrique du Sud a fait. Pourquoi je disais que cela fait écho aux réactions de millions de personnes partout dans le monde qui ont manifesté, qui ont protesté. Et je dis ça parce que aussi, quand on regarde bien la presse israélienne, il y a un journaliste, Gideon Levy, du quotidien Haaretz, le 14 janvier, dans sa parution le 14 janvier, qui pose la question de savoir si ce n'est pas un génocide à Gaza, alors qu'est-ce que c'est? Parce que ce journaliste est convaincu que la Cour internationale de justice va certainement dire qu'il ne s'agit pas d'un génocide, qu'il s'agit, comme le disent ceux qui dirigent le monde aujourd'hui, qu'il s'agit du droit d'Israël à se défendre. Comme si les Africains victimes d'esclavage, de colonisation pendant tout ce temps, de terrorisme, de toutes sortes de montages pour les maintenir en esclavage et en colonisation, n'avaient pas le droit de se défendre. Quand ils se défendent, eh bien, on fait tout pour les maintenir dans une forme, dans la domination perpétuelle. Et voilà pourquoi cette question, elle est symbolique, mais pas seulement symbolique. Elle est politique, elle est humaine. Et elle montre, elle a une valeur tellement importante. Et ça montre qu'en Afrique, nous sommes le berceau non seulement de l'humanité, mais le berceau des valeurs de l'humanité. Parce que ce qui fait l'humanité, ce sont les valeurs qui sont rattachées. Tout à fait. Depuis l'Égypte ancienne. Merci. Ça, je ne vais pas épiloguer là-dessus, mais beaucoup plus récemment encore, la charte de Kourkan-Fouga, la charte dite du Mandé, dans son article 1er, qui pose la sacralité de la vie humaine. L'article 1er qui dit « toute vie est une vie ». Et c'est de cela aussi qu'il s'agit lorsque l'Afrique du Sud dit « nous vivons dans un monde où on ne peut pas nous imposer une seule vision en matière économique, une seule vision en matière politique, en matière idéologique ». Voilà pourquoi l'Afrique du Sud a rejoint les BRICS. Il faut le savoir. Il faut le rappeler. Et c'est pour ça aussi, c'est l'Afrique du Sud qui s'est battue, qui a réussi à créer, non pas par la vengeance, mais par le désir de justice, de liberté pour tous, créer la cité arc-en-ciel. Eh bien, cette Afrique du Sud ne pouvait pas rester indifférente. Et nous autres, nous ne pouvons pas rester indifférents. Tout à fait. Le monde n'est pas resté indifférent. Donc, on soutien total bien sûr. Sud-Afrique. Je voulais, pour terminer, je voulais dire qu'en fait,
Israël, le gouvernement israélien, je disais tantôt que tous les Israéliens ne sont pas d'accord avec ça. C'est le gouvernement israélien qui est le gouvernement le plus à droite de toute l'histoire d'Israël, qui est responsable de cette situation, avec comme co-responsable les États-Unis et l'Occident, les gouvernements occidentaux, principalement. Et d'ailleurs, je voudrais, pour terminer, rappeler que Biden a livré 15 000 bombes, plus 57 000 obus. Et quand j'ai parlé des réactions, dans les ports d'Oakland aux États-Unis, des jeunes travailleurs, des syndicats ont bloqué l'envoi d'armes. Mais ils ont d'autres moyens de le faire. Il y a aujourd'hui plus de 24 000 victimes, sans compter les corps qui sont ensevelis sous les armements de bombes et de destruction d'immeubles. Mais si ce n'est pas un génocide, comme pour reprendre la question posée par ce journaliste, Gideon Levy, qu'est-ce que c'est alors? Tout à fait. Et Israël vient d'augmenter de 15 milliards de dollars ses dépenses de guerre pour financer cette guerre. C'est dans le Times of Israël du 16 janvier. Eh bien, nous ne sommes pas sortis de l'auberge, mais nous devons soutenir, comme nous l'avons soutenu la lutte de l'apartheid, l'ANC et tout ce qui était contre l'apartheid à un moment donné, nous devons soutenir l'initiative de l'Afrique du Sud. Merci, ça c'est vrai, ça c'est vrai. En tout cas, on comprend votre indignation, votre appel aussi à la mobilisation générale pour soutenir l'Afrique du Sud. Merci infiniment. Alors, Dr Yves Kouamaïso, je rappelle que vous êtes un panafricain togolais. Justement, vous avez suivi Mehdi Meftar tout à l'heure et Adama Coulibaly, vous rejoignez un petit peu. C'est la toute première fois, je viens de le dire, la toute première fois dans l'histoire récente qu'un pays africain adopte une telle démarche face à un conflit que d'aucuns diraient ne le concerne ni d'Adam ni d'Ève. Alors c'est quand même osé de la part de l'Afrique du Sud, Dr Yves Kouamaïso. On ne peut pas dire que ce conflit ne concerne pas l'Afrique du Sud, ni l'Afrique en général d'ailleurs. Il s'agit de plusieurs. En tout cas, certains panafricains, certains Africains pensent que oui, ça ne nous concerne pas trop. On a beaucoup de problèmes. Il faut qu'on voie, il faut qu'on règle d'abord nos problèmes à nous-mêmes d'abord. Oui, mais bon, vous savez, nous sommes au niveau des États. Il y a des plaintes qui se font, nous sommes au niveau des États. Donc nous sommes avec des gens qui sont censés avoir d'abord de l'intelligence, d'avoir de l'humanité et de chercher à vivre de manière pacifique les uns avec les autres. Donc, on ne parle pas des gens plus ou moins inconscients, des gens qui ont des problèmes matériels de survie et qui finalement, bon, tous ces problèmes les échappent parce qu'ils ont des problèmes, disons, quotidiens de survie. Donc, nous parlons des États. C'est très important. D'ailleurs, ce n'est qu'un État qui peut aller déposer un dossier de plainte à la Cour internationale de justice. Alors, je reviens sur le fond du problème. Et je l'ai dit au départ, que ce soit l'Afrique du Sud, que ce soit d'ailleurs l'Afrique en général, mais le peuple africain, dans sa globalité avec les afro-descendants, il y a un problème de colonisation. Il y a un problème d'exploitation. Il y a un problème d'apartheid et il y a un problème de ségrégation. Vous changez l'espace, que vous l'appelez X en Afrique ou Palestine, vous allez retrouver ces 4 points que je viens de noter. Donc, qu'on le veut ou non, celui qui se lève, l'Afrique du Sud, donc, pour dénoncer cela, sincèrement, il a fait le minimum qu'un être humain qui respecte la vie d'un autre être humain doit faire. Moi, je pense que votre question aurait dû être retournée à l'envers. Comment se fait-il que l'Union africaine, qui a plus de 55 États, 54 d'entre eux, donc j'exclus l'Afrique du Sud, 1 n'ont pas porté plainte, 2 n'ont pas soutenu la plainte de l'Afrique du Sud, 3 sont silencieux, ce qu'on appelle le silence coupable, et qui du coup, sous pression bien sûr du Nord global, passent leur temps à jouer à cache-cache avec des valeurs qui viennent de l'Afrique. C'est ça la vraie question. C'est ça la vraie question. Quel type d'Africains sont ces gens-là? On peut bien comprendre qu'on court après l'argent, mais pas à un niveau où on est un État. La matérialité d'un génocide. Il faut écouter la plaidoirie de l'avocat de l'Afrique du Sud quand il a parlé de la Cour internationale de justice. C'est en anglais pour ceux qui veulent, je peux vous l'envoyer. Mais il a donné les éléments de matérialité. C'est-à-dire qu'il n'a pas parlé en l'air. Quand vous empêchez quelqu'un, d'abord vous le massacrez avec les bombes, mais quand vous empêchez d'ailleurs d'avoir l'accès à l'infrastructure, à l'électricité, à l'eau, à la salubrité publique, j'en passe et des meilleurs, mais qu'est-ce que vous êtes exactement en train de faire? Quand vous avez une force disproportionnée soutenue par les États-Unis, sachez que Israël
est le premier pays d'ailleurs qui reçoit le plus d'aide des États-Unis. Donc, les États-Unis ne peuvent pas ne pas être amenés en tant que complices dans cette histoire-là. Mais au-delà de ça, la privation totale de liberté des individus dans l'espace Gaza, qui est en fait plus ou moins fermé. Je l'ai dit, une prison à ciel ouvert. Pas de carburant, pas d'électricité, même pour les Nations Unies. J'ai travaillé 20 ans aux Nations Unies avant d'être à mon compte. Même pour les Nations Unies, vous vous rendez compte, c'est qu'il y a un non-respect total du droit international. C'est là où je veux en venir. L'Afrique du Sud, au-delà de tout ce que nous disons, a voulu tout simplement faire respecter le droit international. Le couloir humanitaire, quel problème c'est d'avoir un couloir humanitaire? Toutes les guerres les plus horribles ont toujours leur couloir humanitaire. Non, on refuse et il y a un droit de veto des États-Unis sur cette histoire. Mais quels sont ces types d'individus? Qu'est-ce qui les poursuit? Qu'est-ce qui les amène? Est-ce qu'ils sont des humains? C'est ça le fond de ce problème. Au-delà de la liberté, de l'autodétermination des peuples, on a un problème de fond aujourd'hui. On a des gens humains et on a des gens qui ne le sont pas. Et du coup, ils ne respectent bien sûr rien. Et ça, c'est un problème que nous devons avoir parce que nous quittons la dimension juridique, nous quittons même la dimension géopolitique, géoéconomique pour rentrer dans une dimension peut-être même fondamentalement religieuse et historique. D'accord. Parce que ça pose un problème de sens si le monde ne va pas se diviser. Et je pense que les manifestations qu'on entend un peu partout, souvent brimées en Occident, soutenues un peu dans les autres pays, va être le début justement de cette séparation entre ce que j'appelle des gens qui en fait rejettent la vie, parce que c'est de ça qu'il s'agit, et des gens qui veulent soutenir cette vie et l'organisent pour qu'on puisse vivre en bonne entente les uns avec les autres. Docteur Yves Guamaïso, avant de relancer Mehdi Meftar, on va toujours rester sur ce tacta posé. L'Afrique du Sud, qui n'a pas reçu de soutien de beaucoup d'États africains. Là, vous l'avez relevé tout à l'heure, ça vous a un petit peu choqué, en tout cas, merci de le relever. Alors, la haie incarne dans l'imaginaire de beaucoup d'Africains une ville abritant un tribunal passé pour mettre dans l'art de juger les dirigeants africains, ça c'est une réalité. Alors cette fois-ci, c'est un pays africain qui traîne dans le bord des accusés, Israël, un pays pas des moindres. L'Afrique du Sud opère-t-elle ainsi un renversement de l'histoire, Dr. Yves Guamaïso? Là, vous posez une question qui me plaît beaucoup parce que c'est un point que je soulève, que je vais même écrire dans les jours qui... D'abord, qu'on soit clair, j'aime toujours les choses claires. La Cour pénale internationale, CPI, n'est pas la Cour de justice internationale. Donc, quand vous parlez de renversement de l'histoire, je vais d'abord vous poser un autre renversement. La Cour pénale internationale, CPI, elle n'a été créée qu'en 2002 à La Haye, essentiellement avec, il faut ratifier le statut de Rome, et donc essentiellement par ce que j'appelle le Nord global, les pays occidentaux. Essentiellement, ils n'ont fait venir les autres, les Africains, que par la suite, c'est vraiment en leur donnant de l'argent ou en le faisant demander avoir des pressions. Donc, CPI, 2002. Le deuxième qui nous intéresse ici, la Cour de justice internationale, a été créée en 1945. Donc, vous voyez l'historicité. Par une charte des Nations Unies. Ils se retrouvent dans la même ville. Et la question est de savoir, est-ce qu'il ne s'agit pas d'une usurpation profonde de la justice internationale par le Nord global et les pays occidentaux pour avoir fait quelque chose qui ressemble à de la justice internationale et qui n'est pas de la justice internationale, comme vous l'avez dit, où on ne condamne essentiellement que des Africains, où on met en prison les Laurent Gbagbo, des Blé Goudé, et puis après de 10 ans, on dit qu'écoutez, ils sont innocents. On se pose la question donc sur les procédures juridiques qui sont utilisées pour arriver à des erreurs aussi importantes. Par contre, politiquement, ça a permis à d'autres de gérer la Côte d'Ivoire, etc. Ce que j'essaie de montrer ici, vous avez raison sur le renversement. Il y a eu un problème de fond. La Charte des Nations Unies était là, la Cour de justice était là. On n'avait pas besoin de CPI. De CPI. Il fallait que la Cour de justice fasse son boulot. Donc, on l'a nié. On lui a enlevé les moyens. Mais l'Afrique du Sud a été très intelligente. Elle a bien compris l'astuce. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée devant la Cour internationale de justice. Cette Cour, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, moi, je pense que nous allons gagner ce procès. Parce que c'est une Cour qui, historiquement, a basé toutes ses procédures sur de ce que nous avons depuis l'Antiquité, que ce soit dans les différents continents du monde. C'est une des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles les États-Unis n'aiment pas essentiellement cette Cour-là. L'autre élément que vous avez soulevé, si on dépose la plainte là-bas, il y a la procédure d'urgence et la procédure de fond. Les deux ont été déposés. En urgence, on demande d'abord d'arrêter
d'utiliser cette force sur les Palestiniens et qu'on puisse envoyer des gens, les sauver ce qu'on peut sauver, etc. Et on verra pour le fond un peu plus tard. Ça s'est fait récemment, mais en fait la décision n'est pas encore sortie. Nous sommes en train de chercher cette décision. Elle est repoussée, mais va pas repousser de très très loin. Il est difficile, compte tenu de la matérialité des faits, que cette Cour puisse dire autre chose. Si elle dit autre chose, je vous assure, l'ONU, les Nations Unies et la justice en général internationale va disparaître. Mais je ne pense pas que ce sera le cas, parce que il y a des procédures qui permettent d'arriver à une conclusion dans laquelle chacun doit être d'accord. Je vous rappelle, juste pour l'information, l'objet de cette Cour internationale de justice, c'est des négociations, c'est des enquêtes, c'est de la médiation, c'est de la conciliation, c'est de l'arbitrage. Enfin, le règlement judiciaire. Là, on a sauté directement au règlement judiciaire. Ça veut dire qu'Israël n'a fait aucun effort pour la négociation, aucun effort pour faire des enquêtes sur le Hamas, soi-disant qui a fait le travail, aucune médiation. On l'a vu depuis des années. On voulait 2 États, ça s'est jamais fait. Conciliation, n'en parlons pas. L'arbitrage, encore moins. Ouais. L'Afrique aurait pu servir d'arbitrage, en parenthèse. Mais on va directement au règlement judiciaire parce qu'on n'a pas le choix. Et on verra à la fin qu'on a un autre problème. Il y a la décision qui sortira et il y a l'application de cette décision qui n'obéit plus aux règles de justice, mais plutôt aux règles des relations internationales, donc de la puissance. Et là, on retombe sur le problème de puissance. Mais nous sommes dans un monde multipolaire. Et donc, les choses vont changer énormément. Et les États-Unis n'ont plus cette position unilatérale, ni les Occidentaux de manière générale. Et ça va être très intéressant. Qu'est-ce qui va se passer une fois qu'ils seront condamnés? Exactement. Alors, Mehdi Meftar, pourquoi justement peu d'États africains soutiennent l'Afrique du Sud dans cette action? L'Afrique du Sud, d'autres pensent que l'Afrique du Sud est en train de créer des pays alliés dans cette procédure. Moi, je trouve que c'est, en quelque sorte, ça peut paraître paradoxal ce que je vais dire, mais heureusement que c'est l'Afrique du Sud. Parce que l'Afrique du Sud... Mais comment heureusement que c'est l'Afrique du Sud? Comment? Je vais expliquer pourquoi. C'est comme, par exemple, certains pays arabes, heureusement qu'ils ne se sont pas engagés dans cette voie-là, parce que eux-mêmes ils oppriment leur propre peuple et parfois font des crimes de masse contre leur propre peuple ou contre des peuples qui existent sur leur territoire. Le fait que ça soit l'Afrique du Sud, un pays qui a été soutenu d'une manière internationale par plusieurs en Afrique et par la diaspora sur la question de l'apartheid, c'est le peuple, en fait... Là vous faites une très bonne analyse. Donc, le silence de beaucoup de pays africains, donc l'action qu'a posée l'Afrique du Sud s'explique par ce que vous dites là, que la plupart de ces pays africains oppriment leur peuple. Non, ce que je voulais dire par là, c'est que au-delà de la question de la dépendance d'un certain nombre d'États africains à l'Occident, d'une manière générale, mais la symbolique de l'Afrique du Sud, elle est intéressante parce que l'Afrique du Sud, elle a mené une bataille légendaire contre c'est-à-dire contre l'apartheid, contre la ségrégation raciale, pour la libération du peuple noir en Afrique, et c'est auréolé de ce prestige-là qu'elle intente ce procès contre l'État d'Israël. L'État d'Israël, il faut savoir que l'apartheid a été édifié, déclaré en 1948. C'est la date de la création de l'État d'Israël et la date de la première Nakba palestinienne, le génocide contre les Palestiniens et leur déportation. Et le fait que l'Afrique du Sud puisse intenter ce procès contre Israël, ça aussi, ça démontre le lien organique qu'il y avait aussi entre le régime d'apartheid et le régime sioniste en Palestine. Donc, je disais, indépendamment même des limites du droit international sur ces questions-là, indépendamment même des limites des États africains et des États arabes qui ne sont pas engagés comme l'Afrique du Sud le fait, cette action de l'Afrique du Sud, elle vient soutenir un peuple opprimé de Palestine, et elle vient soutenir aussi les mobilisations internationales du Sud global. Je dis bien le Sud global, que ce soit dans les manifestations qu'on fait ici à Paris, qui sont faites à Washington, qui sont faites à Londres, qui sont faites dans d'autres pays là, il vient soutenir cet élan
pour délégitimer l'État d'Israël, sa guerre génocidaire à Gaza, parce que ce que dit l'Afrique du Sud, c'est qu'ils allèguent un certain nombre d'actions génocidaires de l'État d'Israël dans 4 catégories. La première catégorie, ce que dit l'Afrique du Sud, c'est que l'État d'Israël tue les Palestiniens à grande échelle. Jusqu'à maintenant, les chiffres officiels du ministère de la Santé disent à peu près 24 000 personnes. 24 000 personnes, si on ajoute les personnes qui sont mortes sous les décombres, ça dépasse les 30 000 personnes. En plus de cela, les gens qui ont été blessés en Palestine, des blessures très très graves, sont au minimum de 60 000 Palestiniens. Donc on a à peu près presque en une centaine de jours, on a 100 000 Palestiniens soit tués ou soit blessés. Ajoutez à cela, que ce soit des enfants, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes, ajoutez à cela les conditions de vie des Palestiniens, ils ont été détruits. Ça, c'est une manière aussi de génocider les Palestiniens. Faire en sorte de rendre Gaza inhabitable pour pousser les Palestiniens à partir et à fuir Gaza. Ajoutez à cela, sur 2 300 000 Palestiniens, presque 2 millions de Palestiniens ont été déplacés parce que soit ils ont été expulsés de leur maison ou soit leurs habitations ont été détruites. Et dernière chose, la destruction des maisons, des hôpitaux, des écoles, des campus universitaires, des musées, des archives, des sites culturels, des sites religieux, des terres agricoles, des boulangeries, des infrastructures participent aussi à ces génocides. Et sur ces 4 points, les 4 points que je viens de citer, ils sont constitutifs des génocides. Et si on reprend ici la définition qui a été appliquée au début, forgée par Raphaël Lemkin, c'est un juriste polonais qui a élaboré la notion du génocide en 1944, voilà comment il l'a défini. Un plan coordonné de différents actes visant à la destruction des fondements essentiels de la vie et de groupes nationaux en vue d'annihiler ces groupes. L'objectif d'un tel plan peut être la désintégration des institutions politiques et sociales, de la culture, de la langue, des sentiments nationaux, de la religion et de la vie économique de groupes nationaux, ainsi que la suppression de la sécurité personnelle, de la liberté, de la santé, de la dignité, voire de la vie des personnes appartenant à ces groupes. Un génocide est dirigé contre le groupe national en tant qu'entité et les actes en cause sont dirigés contre des individus, non pas à titre individuel, mais en tant que membres de leur groupe national. Ça, c'est la définition des génocides par celui qui l'a forgé et qui a essayé de l'imposer dans le droit international. Tout à fait. Et cette définition, elle s'applique totalement à ce qui se passe au peuple palestinien. J'ajoute une dernière chose, que le génocide est une structure inhérente au projet sioniste en Palestine. Dès le début, au tout début, ça a été imaginé que le peuple palestinien n'existe pas. On disait une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Et à chaque fois, la présence des Palestiniens a été considérée comme nuisible par l'édification de l'État d'Israël et ça, la possibilité, la pérennisation du projet colonial israélien, c'est la destruction des peuples palestiniens. Je dis bien la destruction des peuples palestiniens. Ça ne veut pas dire tuer tous les Palestiniens, mais faire en sorte qu'un peuple palestinien n'existe plus sur son terre en tant qu'entité nationale. Tout à fait. Alors, Adama Coulibaly, on parlait des États africains. Pourquoi, selon vous également, peu de pays africains soutiennent l'Afrique du Sud dans cette action? Et quand on veut revenir même sur cette action, cette plainte de l'Afrique du Sud, à l'endroit de l'Israël, la définition de génocide, justement, comme vient de le dire Mehdi Miftah, dans le droit international est très étroite et le crime est bien difficile à constituer également. Alors, comment l'Afrique du Sud compte-t-elle obtenir la qualification de ce crime devant la Cour Adama Coulibaly? Eh bien, c'est tout simple, par la voie judiciaire.
Parce que les faits sont là et les faits sont monstrueusement affligeants et incontournables pour tout être humain digne de ce nom. Les juges ne peuvent pas se dédire par rapport au droit qu'ils sont obligés de respecter et de dire. Eh bien, je crois que il ne viendra à l'esprit de personne de sain de considérer que parce qu'on a le droit de se défendre, on doit détruire toute la famille de quelqu'un qui vous a giflé, par exemple. Et j'en profite pour dire que, d'ailleurs, les vrais responsables, c'est ceux qui sont tapis dans l'ombre et qui ne pensent qu'il y a des intérêts, d'abord économiques et financiers, mais également des intérêts spiritualistes où ils pensent que certains considèrent qu'ils sont le peuple élu et qu'ils sont désignés par Dieu et que pour cette raison, ils peuvent se permettre de faire tout ce qu'ils veulent, puisqu'on a vu des gens, un ministre du gouvernement israélien traiter les Palestiniens d'animaux. Mais je crois que on ne peut pas non plus analyser cette situation sans regretter toutes ces victimes, sans avoir une pensée pour les victimes des deux côtés. Hein. Tout à fait. Également pour tous ces otages israéliens dont les victimes souffrent, dont ces otages souffrent, dont certains sont morts. Et évidemment, je rappelle que tous et toutes ont droit à la vie. Et je rappelle encore que en Palestine fut un temps où vivaient en symbiose des Juifs et des Palestiniens. Donc, en ce qui concerne l'Afrique du Sud, c'est le dépôt de plainte de l'Afrique du Sud, mais c'est un acte inédit ces dernières depuis le XXe siècle. Tout à fait. Pour vous rejoindre justement, docteur Adama Coulibaly, le drapeau sud-africain a été agité dans beaucoup de pays, en particulier dans le monde arabe. Les 12 et 13 janvier, où des audiences se sont tenues à La Haye, à Bethléem, le drapeau sud-africain a flotté aux côtés de celui de la Palestine. D'habitude, ce sont les Africains qui agitent des drapeaux des puissances étrangères comme la France, les États-Unis ou la Russie. Alors, peut-on dire finalement que l'Afrique du Sud opère aussi un renversement symbolique dans l'imaginaire collectif? C'est ce que je disais tantôt dans ma première intervention, quand je disais que symboliquement, c'est quelque chose de très fort, politiquement aussi. Et nous sommes dans une phase de basculement civilisationnel et que l'Occident conquérant, l'Occident dominant ne peut plus continuer à dominer. Ça, c'est pas possible. C'est-à-dire, plus grand monde n'y croit. Et maintenant, nous avons en Afrique des chefs d'État qui sont, pas tous, mais beaucoup qui sont soumis. Beaucoup de nos gouvernements, de nos intellectuels, ont été formatés de sorte à suivre et à répéter comme des perroquets ce que veut l'Occident. Et d'ailleurs, souvent, ils appliquent avec beaucoup plus de zèle des règles qui ont été conçues par l'Occident pour nous dominer, plus que les Occidentaux eux-mêmes. Mais au-delà de ça, il faut dire aussi que dans les pays arabes, c'est pareil. C'est pareil, on peut se poser la question de savoir pourquoi ils sont si silencieux. Et d'ailleurs, quand on constate que l'Union africaine, ça a été dit tout à l'heure par le docteur Amizo, et l'Union africaine... Mehdi Miftar là aussi dit, il y a beaucoup de pays africains oppriment leur propre pays aussi. Mais bien sûr, bien sûr. Et quand on voit que le secrétaire général des Nations Unies se voit impuissant, pourtant il appelle à ce qu'on arrête ces massacres. Il appelle à l'arrêt des massacres, mais il n'est pas entendu. Et d'ailleurs, il s'est fait tenser par les représentants de l'État d'Israël qui disaient, mais où vous croyez, laissez-nous tuer. C'était ça en fait son discours. Eh bien, et quand même le secrétaire général des Nations Unies ne peut rien faire, si ce n'est, il peut penser facilement les Africains. Mais là, c'est très difficile pour lui. Mais je voudrais dire au passage, rappeler que lorsque les États-Unis, la France et les États-Unis ont décidé de bombarder la Libye, d'intervenir en Libye, et l'Angleterre aussi,
et leur soutien arabe aussi, eh bien, l'Union africaine, certains chefs d'État ont décidé de se rendre en Libye. Ils allaient en Libye. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Occidentaux leur ont dit, retournez chez vous. Pourtant, on était sur le territoire de l'Afrique. Et les Occidentaux ont dit, vous, chefs d'État africains, vous n'avez rien à faire ici. Retournez chez vous. Et ils ont bombardé. Voilà, ce sont des gens, je suis d'accord avec le docteur Amaiso, dont on peut se poser la question de savoir s'ils sont dotés d'une humanité. Puisqu'ils sont prêts à massacrer tout ce qui ne ressemble pas à eux. On crée la guerre partout, la guerre en Ukraine, la guerre au Congo et la guerre un peu partout. Oui, ils sont prêts à massacrer tout ce qui n'est pas de chez eux. Et c'est tellement symbolique et drapé d'humanité ce que l'Afrique du Sud a fait, qu'on constate que partout, dans les pays arabes, que ce soit en Israël, en Palestine, ou partout dans les pays occidentaux et en Asie, donc, pour vous, sans langue de bois, docteur Adama Coulibaly, maintenant que l'Afrique du Sud a posé sectaire, il a osé, c'est un acte politique à saluer également. Là, vous pensez que vraiment, maintenant, les autres pays africains doivent se réveiller, doivent systématiquement soutenir l'Afrique du Sud? Vous pensez vraiment? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense que oui, mais c'est les peuples qui vont imposer cela. C'est le peuple qui peut imposer cela à leurs dirigeants. Il revient aux peuples africains, de se réveiller également. Mais bien sûr, surtout qu'aux États-Unis, on a vu beaucoup de manifestations massives contre la politique de Biden à l'égard d'Israël, par rapport à cette situation. Et donc, là-dessus, c'est les peuples qui peuvent imposer cela. Et en Afrique, nous avons beaucoup de problèmes à régler. Notre souci principal n'est pas d'aller défendre les Palestiniens. Mais en défendant la Palestine, nous défendons des principes qui doivent s'appliquer à nous, qui doivent s'appliquer partout. Tout à fait. Donc nous n'avons pas attendu ce problème dramatique en Israël et en Palestine pour commencer à nous battre. C'est-à-dire que nous, malgré ce que je disais, malgré que nous sommes victimes partout, mais nous pensons que l'humanité et les valeurs humaines qui nous ont été enseignées toujours par nos dévanciers, eh bien, sont valables encore aujourd'hui. Nous devons nous battre pour cela. Nous ne voulons pas ressembler à ces gens, être aussi barbares qu'eux. Mais par contre, nous devons nous défendre. Et je dois rappeler aussi que le fait que l'erreur fondamentale qui a été faite aussi par les Occidentaux à travers les Nations Unies à l'époque était de vouloir imposer, de pouvoir greffer un État à une situation qui existait déjà. Ils auraient pu, et d'ailleurs, c'est peut-être une des revendications que certains portent aujourd'hui, faire en sorte qu'il y ait une seule Palestine, laïque et démocratique, où vivraient en paix, à la fois, comme c'était le cas à un moment donné, juifs, palestiniens, arabes. Et donc, là, c'est ce que nous voulons faire en Afrique quand nous parlons de panafricanisme. Faire en sorte que les divisions qui nous ont été imposées puissent sauter face à l'exigence d'humanité qui est valable pour tous. Et c'est ça qui me semble être dans le fondement de la démarche de l'Afrique du Sud, qui constate qu'un peuple a été victime, comme eux-mêmes ont été victimes à un moment donné, comme beaucoup d'autres peuples sont victimes, et qu'au-delà de ça, on s'évertue à éliminer ce peuple-là. Parce qu'il n'y a pas qu'à Gaza qu'il y a tous ces massacres. Il y a aussi les assauts répétés de l'armée israélienne en Cisjordanie. Donc c'est pour provoquer, c'est pour éradiquer ce peuple et le pousser à un exil perpétuel. Alors nous sommes le peuple qui a été le plus exilé à travers l'esclavage, qui a été le plus dominé à travers la colonisation, qui a été le plus meurtri à travers des génocides multiples. Même si aussi, on peut dire, les Indiens d'Amérique ont été, ou d'Australie et ailleurs, ont été massacrés et éliminés aussi. Mais nous autres, nous connaissons ça, nous avons ça en mémoire. Et nous devons nous battre pour que, lorsqu'ils auront fini là-bas, ils ne reviennent pas faire la même chose chez nous. Tout à fait. Et que même si nous étions déjà libérés de cette domination, nous nous serons battus pour que d'autres êtres humains puissent vivre libres et dignes. Tout à fait. Alors, docteur Yves Amaiso, on va revenir vers vous tout à l'heure. On rappelle à nos auditrices et auditeurs qui viennent de prendre
en cours de cette émission sur Radio Canal K, sur Radio Avoulété. Nous avons lancé le débat panafricain. L'Afrique du Sud traduit Israël devant la Cour de justice internationale pour génocide et crimes de guerre à Gaza. Un renversement de l'histoire. Nous accompagne dans cette émission Mehdi Meftar en ligne depuis la région parisienne, membre fondateur du Parti des indigènes de la République en France, Dr Ivekoa Maïso, il est togolais, directeur général Afro-Scientific Think Tank, Dr Adama Coulibaly, burkinabé, président de APP Boukidi, parti politique basé au Burkina Faso. Alors, Dr Ivekoa Maïso, avant de conclure cette émission, j'ai également une question très importante, également pour la rédaction de Canal K de Radio Avoulété. Vous savez, après cette plainte de l'Afrique du Sud et des pays occidentaux, volo secours d'Israël, les États-Unis déclarent que la plainte sud-africaine est sans fondement. L'Allemagne en fait de même. La France estime qu'elle porte atteinte à la gravité du concept de génocide. Alors, Dr Ivekoa Maïso, que pensez-vous réellement de la posture des pays occidentaux? Je vous remercie pour cette question. Du 16e au 19e siècle, 12 millions d'Africains ont été envoyés comme esclaves dans les plantations américaines. 100 millions d'esclaves dans le monde. En 2019, on a des chiffres. 40 millions étaient victimes de l'esclavage. Et on ne peut pas oublier les génocides du Nord global, les Occidentaux, qui ont été occultés, que vous retrouvez dans des livres de 1492 à 2001, c'est documenté. Ne pas oublier la plainte, les préparatifs de plainte d'avocats sud-africains, de porter plainte contre les États-Unis, j'insiste bien, les États-Unis, pour complicité dans les crimes d'Israël. Alors, quand vous avez mis tout ceci, 12 millions, 100 millions, 40 millions. Et maintenant, on va vous parler de la Shoah. 5 millions. Alors, il y a un problème. On ne peut pas faire croire à tout le monde qu'il n'y a que le problème de la Shoah. J'habite en Autriche. On a des camps de concentration en Autriche. L'Autriche a participé, puis après a compris et s'est mis du côté de ceux qui défendaient la liberté. On ne peut pas dire pourquoi les Israéliens se retrouvent dans un espace qui n'est pas le leur. Imaginez un instant si Israël était en Autriche. Je vous rappelle que M. Hitler est un Autrichien et que sa capitale qu'il voulait créer, qu'il n'a pas pu faire, se trouve à Linz, deuxième grande ville de l'Autriche. Tout ceci pour vous dire qu'il y a eu quand même un problème de fond qu'on ne peut pas oublier. Alors quand tous ces pays, États-Unis, Allemagne, que j'appelle moi le Nord global, pour faire simple, on ne peut pas accepter la communauté internationale, ils ne le sont pas, disent qu'il y a un problème avec le génocide. D'abord, ce ne sont pas des juristes. Nous avons la Cour internationale de justice, donc on attend la décision. Deuxièmement, je vous ai dit, ils vont quitter le droit international quand ça ne les arrange pas pour aller dans ce que j'appelle les relations internationales, pour être plus précis, la puissance internationale. Mais nous sommes dans un monde multipolaire, dont l'unilatéralisme qui s'appliquait avant, la peur qu'il faisait sur l'ensemble de nos gouvernements africains ou d'autres ne fonctionne pas. Je ne vous cache pas que l'Afrique du Sud a eu beaucoup de pression. Beaucoup de pression. Et pourtant, compte tenu de son histoire, et surtout, et les gens oublient, la façon dont ils sont sortis de cette histoire, la façon dont ils sont sortis par les principes africains de l'Ubuntu, les principes africains du vivre ensemble, les principes africains humanitaires, l'Afrique du Sud est en train de démontrer que les États-Unis, l'Allemagne, la France et bien d'autres que vous avez cités, non seulement ne veulent pas définir le génocide, mais qu'ils font partie de ceux qui y contribuent directement, indirectement, et dans tous les cas de figure, ils ne cherchent pas, en fait, à trouver une solution. Les Africains, de manière générale, doivent le comprendre. Il y a des peuples qui ne cherchent pas des solutions. Ils ont des astuces, ils ont de l'intelligence, ils ont des ruses, mais ils ne cherchent pas la solution. Je peux vous le dire, j'ai fait 20 ans aux Nations Unies, et je ne vous cache pas que tous les consensus, pour ne pas dire 99,99, sont des consensus qui dépendent de la puissance la plus importante dans ces organisations-là. Donc, comme mon collègue tout à l'heure parlait que le secrétaire général n'avait pas de poids, était impuissant, mais je le comprends totalement. Totalement. La question même est de savoir qu'est-ce que nous faisons, nous les Africains, voire plus largement tous les pays qui sont et qui prétendent défendre l'humanité. Qu'est-ce que nous faisons dans une Nations Unies qui, en fait, ne fonctionne plus? C'est de là le fond du problème. Et oui, les Africains, on est toujours, en fait, en recul, on est en réaction, mais qu'on prenne l'initiative.
Tout à fait. Docteur Yves Maïso, je vous donne en même temps l'occasion de conclure ce débat. Allez-y. Bon, d'accord, il n'y a pas de souci sur la conclusion. On a beaucoup de choses à dire encore. Mais moi, ce que j'essaie de vous dire surtout, c'est qu'il faut faire confiance à cette justice internationale. Quelle que soit ce qu'elle dira, vous savez, c'est le droit. Le droit est différent de l'exécution. Ils peuvent dire un certain nombre de choses que ces pays vont refuser d'exécuter. Et il y a eu des exemples tout à l'heure où même des résolutions des Nations Unies ont été quasiment déchirées à la face du secrétaire général. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais le monde entier saura qui est pour l'humanité, et donc pour la vie, et qui ne l'est pas. C'est très, très important. Nous devons, nous, Africains, comme l'a fait l'Afrique du Sud, porter plainte. Les réparations, on les a pas oubliées. On les a pas oubliées. Alors, je viens sur l'essentiel. 2 aspects dans ce tribunal, on n'en a pas parlé. Il y a 2 décisions, en fait. Il y a une décision transitoire en urgence, c'est qu'on appelle les mesures conservatoires, et que nous attendons tous, qui devrait permettre, en principe, de prévenir que ça continue le massacre qui a lieu actuellement. La décision n'est pas encore tombée, bon, on attend. Mais c'est une décision transitoire. Et puis, il y a la décision de fond, qui viendra beaucoup plus tard, mais déjà, si la décision intermédiaire est en faveur de l'Afrique du Sud, c'est un très, très, très grand pas en avant. Et tous ces pays qui, en fait, sont des complices de meurtre, je dis bien, et qui empêchent dans un espace, un peuple de sortir de sa prison, ils vont se poser un problème, d'abord de droit international, et plus largement, de leur volonté d'éradiquer ou de soumettre, parce que nous avons parlé de colonisation, de refus de souveraineté des autres peuples. Ça, c'est fini. C'est fini. C'est eux qui nous ont appris comment eux, ils fonctionnent. Mais nous savons comment eux, ils fonctionnent. Nous savons comment nous fonctionnons. Nous avons été silencieux pendant un certain temps. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud dit non. Nous savons que l'humanité ne se construit pas à leur manière du Nord global. Elle va se construire selon le concept africain. C'est un point important. Dans votre renversement tout à l'heure, je le soutiens à 100%. Ce renversement n'est qu'au début. Ça va se démultiplier. L'Afrique va imposer sa position de comment elle conçoit la paix. Bien sûr, nous avons quelques brebis galeuses. Bien sûr, nous avons des gens qui confondent la démocratie et la démocrature. Bien sûr, nous avons la corruption. Mais vous savez, des gens comme ceux que vous avez invités aujourd'hui et d'autres encore, nous poussons pour que ça aille dans ce sens. Et ça va aller dans ce sens. Sinon, on ne sera pas ensemble aujourd'hui. Et j'en profite pour vous remercier de tout le travail que vous faites pour les gens sans voix, les populations sans voix, les peuples sans voix. Et bien sûr, nous tous, si nous ne menons pas ce combat, nous allons subir ce que subit la Palestine. Tout à fait. En tout cas, c'est nous qui vous remercions, Dr Yves Maïso. Je rappelle que vous êtes un grand panafricain d'ailleurs. Dr Yves Maïso, vous êtes togolais, directeur général à Afro Centre City Titang. Merci d'avoir participé à ce débat. D'ailleurs, votre conclusion est très édifiante, qui doit nous renvoyer à un réveil patriotique au niveau panafricain, au niveau africain. On va conclure également avec Mehdi Meftar. Mehdi Meftar, vous avez suivi Dr Yves Maïso sur sa conclusion. Alors, que direz-vous pour conclure ces débats panafricains en défendant tout génocide à Gaza? Les États-Unis, l'Allemagne, la France donnent l'impression de supplanter la Cour internationale de justice. Est-ce une manière de faire pression sur la Cour internationale de justice afin d'empêcher la manifestation de la vérité dans ce dossier? Mehdi Meftar, pour conclure ce débat panafricain. Alors, ces pays que vous citez, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, les États-Unis et d'autres pays comme, c'est-à-dire ce sont des pays qui ont pratiqué les crimes de masse, les crimes contre l'humanité, l'esclavage, le code noir, et ainsi de suite. Et c'est tout à fait normal qu'ils se trouvent en soutien à l'État d'Israël, qui est un État colonial, qui pratique le colonialisme de peuplement. La France a pratiqué le colonialisme de peuplement. Les États-Unis, et ainsi de suite. L'Angleterre, elle a pratiqué ça aussi. Donc, en fait, ils sont fidèles à leur histoire. Et de l'autre côté, il y a l'Afrique du Sud, qui est fidèle aussi à son histoire. L'histoire du mouvement de libération noire. Je pense ici à la révolution haïtienne. Je pense à la lutte anti-apartheid, aux luttes antiracistes, aux luttes anticoloniales. Et c'est en cela, par exemple, quand Desmond Tutu, quand il a testé la similitude des destins palestiniens et sud-africains, qu'est-ce qu'il disait? Je suis un noir sud-africain, mais si on devait substituer des noms de lieux à d'autres, ce qui se passe aujourd'hui dans la bande de Gaza et en Cisjordanie peut parfaitement décrire la situation qui prévaut en Afrique du Sud. Je souhaite l'application contre Israël de mesures de boycott semblables
à celle qui frappait l'Afrique du Sud dans les années 80. De la même façon, ce que disait Nelson Mandela, nous, Sud-Africains, nous considérons comme des compagnons d'armes des Arabes palestiniens dans leur lutte pour la libération de la Palestine. Il n'y a pas de citoyen sud-africain qui ne soit pas prêt à se tenir aux côtés des frères palestiniens dans leur légitime résistance au racisme sioniste. Il fait une compatibilité entre le racisme et le sionisme, entre colonies. Donc, c'est la fidélité à cette histoire, et selon cela, l'engagement de l'Afrique du Sud est un engagement aussi fidélité à l'histoire et un engagement pour l'avenir. Et c'est pour ça l'Afrique du Sud, par cette attaque-là, elle fait aussi un changement de perspective, y compris vis-à-vis des Arabes. Là, on voit par exemple les peuples arabes, ils dénoncent ce que font les États arabes, leur complicité, leur silence, mais en même temps, ils se félicitent de ce que fait l'Afrique du Sud en espérant que cet acte de l'Afrique du Sud puisse participer à cet acte de libération, à cet acte aussi antiraciste, à cet contre la négrophobie, pour que le peuple puisse privilégier la solidarité et la fraternité dans les pays du Sud contre les États coloniaux, dans les États impérialistes, les États racistes qui ne vivent que par la domination, l'exploitation et la destruction des vies des peuples du Sud. En tout cas, merci également, Mehdi Miftar. Je rappelle que vous êtes d'origine marocaine. Vous êtes membre fondateur du Parti des indigènes de la République en France. Merci infiniment. Et votre conclusion en dit long. Soutenons nos peuples africains. Soutenons cette action de l'Afrique du Sud. Merci infiniment. Alors, docteur Adama Coulibaly, on avait lancé ce débat. L'Afrique du Sud traduit Israël devant la Cour de justice internationale pour génocide et crimes de guerre à Gaza. Un renversement de l'histoire, vous l'avez développé tout à l'heure. Vous, comme docteur Yves Kwame Mehdi Miftar, vous l'avez bien confirmé, c'est un génocide, ce qui se fait à Gaza. Vous l'avez bien confirmé, vous l'avez bien développé. Que direz-vous pour conclure ce débat, docteur Adama Coulibaly? Je pense que l'Afrique du Sud, son action va au-delà d'Israël. L'Afrique du Sud nous rappelle que nous sommes capables d'humanité et que, en réalité, ce dont il s'agit, c'est de ramener les gens à la raison. Pourquoi? À la raison humaine. Pourquoi? Parce que l'Afrique du Sud avait donné une grande leçon. Après toutes ces horreurs qu'ont subi les Africains noirs en Afrique du Sud, eh bien, l'ANC, une fois arrivé au pouvoir, n'a pas souhaité se venger, bien au contraire. Ils sont démontrés, l'ANC et les Sud-Africains noirs et blancs ont montré qu'il était possible de vivre ensemble sur le même territoire. Pourtant, c'est les autres qui étaient venus. Donc, parmi les valeurs humaines, l'hospitalité. Et donc, ils ont décidé de vivre ensemble. Et c'est ce qui manque précisément en Israël. Et ça correspond à quoi? À cette montée des extrêmes. C'est le cas d'Israël, l'extrême droite au pouvoir, religieuse. C'est le cas de beaucoup de pays en Europe, y compris des pays comme la France, où on a affaire à un pouvoir dont on ne connaît pas la couleur réelle, dit en même temps, mais on a l'impression qu'il a envie de faire des politiques d'extrême droite pour contenter l'extrême droite. Et on l'a vu aussi dans beaucoup d'autres pays européens où c'est l'extrême droite qui arrive au pouvoir. On a vu cet épisode aussi avec Bolsonaro au Brésil, où ces gens, qu'est-ce qu'ils font? Construisent des murs. Après avoir détruit la Libye, ils sont responsables de toutes ces morts qui tombent dans l'océan Atlantique et ailleurs. Eh bien, je dis donc que ce que l'Afrique du Sud fait est symboliquement, politiquement, idéologiquement, humainement très fort. Rappelez-vous qu'à la fin de la traite d'esclavage, eh bien, qui a été indemnisé? Pas les esclaves, pas l'Afrique, mais les esclavagistes, les possesseurs d'esclaves. Et c'est ce même système qui perdure aujourd'hui.
Donc, ce acte d'Afrique du Sud, cette réaction mondiale partout sur Terre, y compris en Israël, veut une chose, c'est un changement de paradigme et de civilisation. Il faut qu'on fasse en sorte d'affaiblir de manière considérable et durable l'impérialisme. Il faut noter les choses. L'impérialisme et la barbarie. Il s'agit de sortir de la barbarie humaine, bestiale, la violence aveugle, pour retourner à la civilisation. Cette civilisation sur laquelle on a mis le pied, le genou, pendant tant de siècles, qui persiste, qui existait partout, mais surtout en Afrique. À travers la Mahat, l'Ubuntu, ça a été dit tout à l'heure. Eh bien, il faut une mobilisation générale pour l'éthique, pour une politique vertueuse, pour l'action vertueuse. Il faut que nous puissions imposer la dignité humaine sur Terre au prix de notre vie. Nos anciens l'ont fait, ils ont été massacrés, mais ils sont restés debout. Ils ont préféré donner leur poitrine, de mourir, plutôt que de céder. Et beaucoup, parmi nos dévanciers, ont aussi cédé, ont pactisé avec les barbares. Voilà pourquoi nous étions restés dans cette situation. Mais beaucoup résistent encore aujourd'hui. Et nous allons résister. Parce que, comme l'a dit Isabeau, dans l'Aransara, nous ne devons pas nous coucher, sinon nous sommes morts. Et nous allons résister. Et il faut soutenir l'Afrique du Sud dans cette démarche. Partout. C'est une démarche étatique, mais n'importe quel humain. Donc c'est un appel que vous lancez à d'autres États africains, alors. Mais bien entendu. Mais les autres États, je l'ai dit tantôt, les autres États africains ne bougeront que si les peuples les y obligent. Eh bien, mobilisons-nous. Mobilisons-nous. Vous l'avez dit, Nanlara Ansara, je sais qu'Isabelle l'a dit, si nous nous couchons, nous sommes bons. C'est très fort. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat panafricain. On l'a lancé tout au long de cette émission. L'Afrique du Sud traduit Israël devant la Cour de justice internationale pour génocide et crimes de guerre à Gaza. Un renversement de l'histoire, c'est un fait réel. Donc, nous devons nous soutenir, nous devons mobiliser l'Afrique, nous devons nous mobiliser pour soutenir l'Afrique du Sud. Merci infiniment à tous nos amis panafricains branchés sur www.canalk.c sur Radio Avolete. Ainsi prend fin ce débat panafricain. Merci de l'avoir suivi. Merci également à nos invités. Merci également à nos confrères journalistes qui nous ont aidés à préparer cette émission. Ainsi prend fin cette émission. Merci de l'avoir suivi en toute résistance sur Radio Canalk, sur Radio Avolete. Bonsoir. La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio Avolete. Logoge, lo yang mangalisa. Logoge, lo yang mangalisa. Mangi boni dandane. Eya ihleli ngaphansi komthunzi lo yang mangalisa. How Ngaibuza igama layo. Ayiphendulanga. Yabheka phansi yase yakhala izinyembezi. Nomathemba wangishiya. Zele ngingedwa uNomathemba wami. Nomathemba wangishiya. Zele ngingedwa uNomathemba wami. uNomathemba wami wangishiya. Sekulele zele ngingedwa uNomathemba wami. uNomathemba wami wangishiya. Simnambi zele ngingedwa uNomathemba wami. Simnambi zele ngingedwa uNomathemba wami. Sekolo Nomathemba
ngazabhale nencwadi encane uyanomathemba semnambithu nomathemba ngazabhale nencwadi amusemnambithu amunomathemba kodwa yena axabana amusemnambithu themba lawo awusabhale nencwadi amusemnambithu nomathemba ngazabhale nencwadi amusemnambithu emamu nomathemba ngazabhale nencwadi amusemnambithu nomathemba ngazabhale nencwadi mama semnambithu nomathemba wema ngazabhale nencwadi semnambithu nomathemba ngazabhale nencwadi mama obuya njalo obuya nomathemba wami wema obuya nomathemba obuya nomathemba obuya nomathemba ngazabhale nencwadi encane obuya njalo obuya nomathemba obuya nomathemba obuya nomathemba ngazabhale nencwadi encane awuzobhala wena wo uzobhala wena uzobhala wena uzobhala nomathemba uzobhala nomathemba uzobhala wena uzobhala wena uzobhala nomathemba thina nawe wena thina nawe sando sami sodliwa izindunduma thina nawe sando sami sodliwa izindunduma sithi MCTM